que nous allons commencer ce premier panel avec Madame Helga Zepp-Larouche, qui est la présidente et la fondatrice de l'Institut Schiller. Merci. Je vous salue, je vous dis bienvenue où que vous soyez dans le monde, chers amis de l'Institut Schiller. Nous sommes dans un moment extraordinaire. Si le citoyen ordinaire de chacun des pays était conscient de à quel point nous sommes proches d'une guerre nucléaire qui signifierait l'annihilation de l'ensemble de la civilisation, je pense que nous assisterions à une révolution mondiale. Nous sommes le 13 avril de cette année, quand il y a eu 2 bateaux de guerre américains qui sont entrés dans la mer Noire et des troupes russes qui se sont rassemblées en masse à la frontière ukrainienne. C'était en avril de cette année. Et il a été dit, on leur a dit qu'ils jouaient avec le feu. Et les 2 bateaux militaires américains ont fait finalement demi-tour. Et récemment, le président Poutine et le président Trump et le président russe se sont rencontrés. Ils ont dû reconnaître la nécessité d'avoir un dialogue stratégique. Dans ce sommet a été reconfirmé, et c'est très important, et la phrase qui a déjà été échangée entre Reagan et Gorbatchev, que aucune guerre nucléaire ne peut être gagnée et donc ne devrait jamais être engagée. Voilà qui a été redit lors de ce sommet entre Biden et Poutine. Mais certains essaient de saboter ce dialogue entre les États-Unis et la Russie. Donc, avant que cela ne se développe en vue d'une réelle stabilité stratégique. Donc, le 23 juin, le HMS Defender, qui est un bateau britannique, a violé le territoire russe dans la mer Noire, encore une fois. Et les patrouilles de l'armée russe ont envoyé des tirs, ont tiré clairement en direction du bateau britannique, et des avions de chasse russes ont commencé à décoller pour intervenir dans la mer Noire, pour le faire se déplacer. Et ils ont tiré vers le bateau, pas sur le bateau, mais en direction du bateau. Des coups de semonce ont été tirés par l'armée russe en direction du bateau britannique. Donc ça a créé une alarme internationale. Donc tous les quartiers généraux, justement, des armées de tous les pays du monde se sont mis en alerte. Et Konstantin Gavrilov, de la sécurité à Vienne, il a dit, j'ai mis en garde l'Empire britannique que la prochaine fois, les bombes ne seront pas lancées devant les bateaux pour les menacer, mais sur le bateau. Et ça a été confirmé par le Ryabkov, le secrétaire de la défense nationale russe. Donc c'est un incident. Ce n'est pas simplement un incident. Mais les mois derniers, ou même l'année qui vient de se passer, on a vu constamment ce genre d'incidents, des collusions quasi réelles entre l'aviation russe, américaine et ici britannique. Donc tous les gens sont conscients qu'il y a l'épée de Damoclès des provocations avec les actions militaires de la Chine entre les États-Unis et la Chine, où les tensions militaires sont également croissantes. Donc il est existentiel de comprendre pourquoi cela arrive aujourd'hui et qu'est-ce qui doit être fait pour éviter une catastrophe qui devient de plus en plus probable. Si vous croyez aux médias mainstream occidentaux ou les gouvernements, alors ils sont du bon côté de l'histoire, ils sont les défenseurs d'un monde basé sur les règles, du monde libre, des valeurs occidentales, contre les régimes autocratiques, comme la Russie et la Chine, qui font des violations de droits humains constamment, empoisonnent leurs opposants politiques, oppriment leur population, etc., etc., etc. Et pour le citoyen ordinaire, ça rend les choses très compliquées, parce que tout ça ne tient plus. Parce que la vérité historique, aujourd'hui, est totalement différente. C'est un combat
pour contrôler justement les récits qui sont promus par les médias en général. Et récemment, le Global Times, qui est le journal chinois, et que, mettant en garde les États-Unis, que leurs actions vis-à-vis de Taïwan étaient un prélude à des tensions militaires croissantes. Et donc, ces groupes essaient de rendre les gens, justement, inhumains. Et donc, il faut créer l'image d'un ennemi. C'est ce que dit la Chine, justement, aux États-Unis. Vous êtes en train de créer l'image d'un ennemi et de créer une propagande anti-chinoise, anti-russe au niveau international. Et qui contrôle ce récit? L'interprétation de l'histoire récente. On a une réinterprétation de l'histoire récente. Et on compte sur la mémoire, je dirais, courte des citoyens. On a dit que Poutine avait annexé la Crimée et donc le bateau militaire britannique n'était pas du tout entré en territoire russe mais en territoire ukrainien. On considère que Poutine a annexé la Crimée, et alors que les promesses avaient été faites de ne pas étendre l'OTAN aux frontières jusqu'aux frontières russes, qui est en train d'arriver aujourd'hui. Vous voyez ici Michael Gorbatchev et l'Institut des affaires internationales britannique, à Chatham House, a fait un rapport en mai, a dit que les mauvaises conceptions dans le débat contre la Russie et ils ont dit qu'ils allaient mettre fin aux mythes. Et il dit non, 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 il y a des mythes qui sont entretenus, mais le mythe que l'OTAN n'allait pas s'étendre après la réunification de l'Allemagne et la chute du mur de Berlin. Donc, on voit ici le slide. Michael Gorbatchev qui discute justement avec Hans-Dietrich Genscher. Et ils ont publié un rapport en 2017 qui était des documents classifiés avec le titre « L'expansion de l'OTAN », ce que Gorbatchev avait entendu. Et c'était une preuve claire qu'on avait promis à Gorbatchev à plusieurs reprises. Et Shermenadze et Stefanov Marmaladze a rendu public ses notes, des années 90, qui est justement que le secrétaire des Affaires étrangères, Baker Dosserd, lui avait dit, justement au moment de la conférence du ciel ouvert sur le contrôle des armes dans l'espace aérien, on devrait bien faire attention justement de ne pas s'étendre vers l'Est. Et le président George W. Bush lui a dit en 1989 que les États-Unis ne prendraient pas avantage de la révolution actuelle en Europe de l'Est pour ses propres intérêts. Et en 1900, et en Bavière, avait fait un discours que la réunification de l'Allemagne ne devrait pas mener à menacer les intérêts stratégiques de la Russie et donc que l'OTAN devrait annuler toute idée d'expansion vers l'Est. Ça veut dire s'étendre jusqu'à la frontière russe. Donc la formulation, c'était pas mentionné explicitement dans les traités, ça c'est vrai, mais ça a été mentionné dans beaucoup de mémorandums, dans des conversations entre les soviétiques et les plus hauts responsables américains, Genscher, Kohl, Baker, Gates, Bush, Mitterrand, Thatcher, Major. Tous ces gens avaient exprimé explicitement le fait de ne pas s'étendre à l'Est. Donc ça
un des mémorandums que Gorbatchev a écrit à Baker en février 1990. Et il a dit, le président et moi, c'est que il était clair qu'on ne tirerait aucun avantage de la réunification de l'Allemagne. Et on voit le facsimilé de cette note ici sur votre gauche. Gorbatchev a dit à Kohl, en 1990 également, que le futur de l'Allemagne dans une Europe unie sera plus important. Et donc, il fallait aller dans cette direction. Et Kohl a dit ainsi à Gorbatchev qu'il ne fallait pas non plus étendre ses activités. Et à ce moment-là, et il parlait même d'une structure de sécurité qui incluait l'Union soviétique potentiellement. Donc, il y a plein de documents qui montrent. Mais le leadership de l'Union européenne, qui était dans ce processus, malheureusement, a eu une amnésie politique, on peut dire. Ou alors, ils mentent, justement parce qu'ils ont fait le contraire. Mais notre organisation, le mouvement de la Rouge, étions présents. On a joué un rôle très actif en présentant justement une solution économique à la crise qui avait justement après la chute du mur de Berlin en 1989, en janvier. Nous avons présenté, comme vous pouvez le voir ici, ce qu'on a appelé le triangle productif européen, Paris, Berlin, Vienne, qui était justement l'idée d'amener le développement économique à travers des corridors de développement, justement dans les pays du Comecon à l'Est. Et vous voyez ici, et en 1991, nous avons présenté ce qu'on appelle le pont terrestre eurasiatique, qui aurait été un plan de paix pour le XXIe siècle qui s'annonçait et qui est en train de se réaliser, qui est maintenant connu sous le nom des nouvelles routes de la soie. Mais malgré les promesses qui avaient été faites, la mise en place d'un monde unipolaire était déjà en préparation. Les néoconservateurs aux États-Unis ont créé le projet pour un nouveau siècle américain, NAC, et ils ont commencé à planifier la mise en place d'un monde unipolaire avec des révolutions de couleurs, d'échanges de politiques, de changement de régime. Et il y a eu ce fameux discours, justement, Tony Blair, qui était le Premier ministre britannique en 1999 à Chicago, où il a dit, à partir de maintenant, le traité de Westphalie est obsolète au niveau international, il n'a plus aucune existence et a lieu, et en place de ça, on va avoir des interventions humanitaires et des interventions sous couvert du soi-disant de droit de protéger. Et comme Poutine l'a rappelé récemment dans un article, justement, pour l'anniversaire de l'invasion des nazis en 1941, a dit que ses promesses avaient été brisées. Il y a eu 5 vagues d'expansion, justement, de l'OTAN vers l'Est, vers les anciennes républiques de l'Union soviétique. Et beaucoup de ces pays ont aujourd'hui rejoint l'OTAN officiellement. Soit ils allaient avec l'Ouest contre la Russie, et c'était tout ce processus qui a mené justement à la tragédie ukrainienne en 2014, où l'Ouest, l'Occident, a soutenu un coup d'État nazi avec des éléments nazis dans l'armée pour changer le régime. Et avec cette phrase célèbre maintenant de Victoria Nuland, qui est la représentante des États-Unis en Europe, qui a dit qu'ils avaient financé justement les ONG pour renverser le régime ukrainien. Et il y a eu le référendum de la Crimée, donc, pour rejoindre la Russie, et qui était une réponse justement au coup d'État nazi qui avait eu lieu à Kiev. Donc, si on prend tout ça, l'expansion de l'OTAN à l'Est, donc depuis l'est de l'Allemagne jusqu'à la frontière polonaise, c'est presque 800 kilomètres d'expansion jusqu'en Biélorussie. Jusqu'à la frontière estonienne. Donc cette idée du monde unipolaire, qui est basée sur la relation spéciale entre les Britanniques et les États-Unis,
a été l'idée que le monde devrait être dirigé avec une mondialisation et un empire mondial, bien sûr, avec Fukuyama, qui avait dit après la chute du mur que c'était donc créé la fin de l'histoire. C'était, voilà, le modèle démocratique occidental allait pouvoir s'imposer au monde entier. Mais les empires finissent toujours par s'effondrer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et il y a un retour de bâton significatif. Et posez-vous la question, où toutes ces guerres sans fin nous sont en train de nous mener aujourd'hui? Quelles valeurs, qu'est-ce qu'elles ont apporté? Quel intérêt même pour les États-Unis en tant que tels? Et si on regarde quelques-unes de ces guerres, les États-Unis et l'OTAN sont en train de sortir leur équipe militaire d'Afghanistan après 20 ans de guerre. Déjà en 2019, les gens devraient se rappeler, le Washington Post avait publié justement un papier sur l'Afghanistan. Il y avait 2000 pages qui avaient été rendues publiques grâce à la loi sur la liberté de l'information aux États-Unis, qui interviewaient justement des gens qui étaient au cœur de ce conflit, sur les mensonges, les soi-disant succès en Afghanistan que remportait l'armée américaine, l'incompétence généralisée dans l'exécution de cette guerre, avec des milliers de citoyens américains qui ont perdu leur vie, 20 000 militaires, plus de 20 000 militaires qui ont été blessés, donc, et des dizaines de milliers de vies perdues dans cette guerre. Et Rumsfeld il avait dit, je ne sais même pas qui est l'ennemi. Le général Lute qui disait la même chose. On ne sait même pas ce à quoi on fait face, qu'est-ce qu'on doit faire, quel est le but de notre mission en Afghanistan. Et même après que ces révélations ont été rendues publiques, la présence de l'OTAN a continué pendant plus de 2 ans encore. Et ce n'est que récemment que Imran Khan, le président du Pakistan, a dit non à la demande des États-Unis de créer des bases militaires en Pakistan, justement pour opérer depuis le Pakistan en Afghanistan. Donc, si la plus grande puissance militaire mondiale, les États-Unis, n'ont pas été capables de gagner cette guerre en 20 ans, donc il n'y a aucune raison d'avoir des bases militaires au Pakistan pour continuer cette guerre depuis l'extérieur. Prenons un autre cas. On se rappelle tous que Nancy Pelosi, qui avait répondu devant une audition en décembre en 2019 pour CNN, lors d'un débat qu'elle avait mené, que dans sa capacité en tant que membre du Congrès, du comité du renseignement, elle savait que les bases qui avaient été utilisées pour lancer la guerre d'Irak étaient fausses. Évidemment qu'il n'y avait pas d'armes nucléaires en Irak. Il n'y en avait pas du tout. Mais ils nous ont montré, à cause du groupe, la bande des 4, tous les services de renseignement n'ont pas été capables de montrer une seule preuve de ce qui avait été avancé. Donc il y a une mauvaise représentation de la République américaine. Et il est clair que si Pelosi savait, tous les cabinets de l'administration Bush le savaient. Le 5 février, Colin Powell a fait une présentation aux Nations Unies devant le Conseil de sécurité de l'ONU qu'il avait de preuves solides d'existence d'armes de destruction massive possédées par Saddam Hussein. Et ici, on montre la vidéo. Donc, ce qui nous vient des renseignements et qui est très, très, très alarmant, c'est l'existence d'usines de fabrication de faire des armes bactériologiques. Et vous partagez ici, laissez-moi vous partager ce que je sais et ce que nous savons. Nous avons des descriptions très précises d'armes bactériologiques possédées par le régime de Saddam Hussein, qui sont dans des camions qui se déplacent facilement et qui sont des petites usines de fabrication, justement, de poisons en quantité impressionnante et qui pourraient être utilisées contre nous.
Alors, je ne sais pas comment Colin Powell peut vivre encore aujourd'hui tranquillement, parce que, et tout le monde l'a avoué depuis, que tout ça a été des mensonges. Et Lawrence Wilkerson, qui était un des représentants du Pentagone à l'époque, et il y avait des gens qui venaient le voir et qui lui disaient, je ne sais pas comment on va, si on met 1,5 million de troupes en Irak, dans tout le pays, et finalement on ne va rien trouver. Qu'est-ce qui va se passer? Et dans la guerre d'Irak, on a presque 1 million de morts. Ça a coûté 2100 milliards rien que pour la guerre d'Irak. Et jusqu'à aujourd'hui, le pays est totalement dévasté. Et si on prend un autre cas encore, c'est le 15e anniversaire de les 50 ans de l'anniversaire des Pentagon Papers, qui avait été rendu public justement et montré que les Américains mentaient sur la guerre au Vietnam. Et Ellsberg, qui était l'auteur de ces Pentagon Papers, a rendu public ces documents au Washington Post et au New York Times à l'époque. Et après le département de la justice s'est emparé de l'affaire, beaucoup des membres du Congrès ont finalement donné ça au sénateur Mike Gravel, qui les a fait enregistrer justement officiellement au Congrès américain de manière spectaculaire. Et Mike Gravel est un héros américain pour cette raison. Et on le remercie parce qu'il a travaillé avec l'Institut Schiller sur des sujets très, très importants. Et le président Johnson, à l'époque, que le but de la guerre du Vietnam était de sécuriser un Vietnam non communiste. Mais le secrétaire à la Défense et le secrétaire à la Défense lui-même, qui était Robert McNamara, admis que le vrai but, en fait, était d'encercler la Chine, qui était vraiment le cœur de la vraie mission. Et donc, il y avait une propagande médiatique qui était totale, justement. Mais cette guerre a été également un désastre complet. Et Ellsberg, qui a aujourd'hui 90 ans, a écrit un nouveau document parce que au même moment, justement, des Pentagon Papers, Ellsberg avait rendu public des documents classifiés qui montraient comment les militaires américains avaient joué la carte nucléaire dans la crise avec Taïwan, justement en 1958. Et jusqu'en 2017, Ellsberg a publié des documents repris par le New York Times qui ont été rendus publics justement il y a quelque temps. Et justement qui relance la crise actuelle entre les États-Unis et la Chine autour de la question de Taïwan. Et donc que la Chine pourrait gagner une guerre conventionnelle justement contre Taïwan. Et à ce moment-là, les États-Unis pourraient utiliser l'arme nucléaire comme l'amiral en chef de l'armée américaine l'a dit explicitement. Et des études sur cette crise de 1958 qui avaient été écrites par la Rand Corporation et qui avaient été également classifiées ont été également rendues publiques. Et Nathan Twining, qui était en chef à l'époque de l'opération, était prêt à utiliser l'arme nucléaire, des frappes nucléaires, justement, en Chine, serait peut-être une réponse nécessaire, et donc ça avait été envisagé. Et Ellsberg, justement, dénonçait tout cela, et de parler plus fort, justement, sur le débat présent, justement, dans l'appareil militaire américain, à propos des mêmes choses, de l'utilisation de l'arme nucléaire contre la Chine. Franz Gale,
qui était le conseiller scientifique justement du corps de l'armée, de la marine américaine et qui bossait au Pentagone, a publié 2 lettres ouvertes dans des journaux officiels comme le Global Times. Et un de ceux-là s'appelle « Pourquoi les États-Unis vont perdre une guerre contre la Chine sur les îles de Taïwan ». Le Washington Post en a parlé récemment. Et il y a un débat sur les questions géopolitiques au Pentagone. C'est que nous sommes justement en train de se diriger directement vers une guerre entre la Chine et les États-Unis. C'est dit publiquement. Pourquoi je vais écrire une lettre dans un journal communiste si ce n'était pas pour mettre en garde sur ce danger? Donc, si les États-Unis doivent changer leur stratégie à long terme au regard de Taïwan et de cette ambiguïté qui est maintenue d'un point de vue stratégique et devenir claire, les États-Unis alors défendront Taïwan. Et maintenant, c'est certain, si une guerre éclatée, les États-Unis s'engagent à défendre Taïwan. Et ça donne un encouragement, justement, avec des lois qui sont passées aux États-Unis pour encourager la sécession soutenue, justement. Et la Chine, du point de vue de son histoire, des 200 dernières années, n'abandonnera pas, nous le savons, voilà. Et ça, il insiste sur cette chose-là. Et il a été suspendu, donc il n'a plus la protection, mais il a dit ce n'est pas grave, c'est pas grave parce que ça valait le coup, parce que nous sommes en train d'arriver à la date, à l'heure limite pour ce danger. Donc le 14 juin, il y a eu le sommet de l'OTAN à Bruxelles, qui a rendu clair qu'avec l'OTAN, avec l'agenda 2030 de l'OTAN, c'est qu'ils veulent créer un OTAN global. D'avoir plus de partenariats avec plus de pays, faire adhérer plus de gens pour justement de transformer les partenaires en membres permanents, la Suède, la Finlande, la Géorgie, l'Ukraine. Même si Biden a dit que bon, il hésitait, la Bosnie-Herzégovine, des pays en Afrique, dans le Pacifique, renforcer les partenariats avec l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, d'autres partenariats avec l'Inde, et donc toujours dirigés contre la Chine et la Russie, donc caractérisés comme une menace et un défi posé à l'ordre occidental. Et avec ce sommet de Bruxelles qui a eu lieu, la politique sur le changement climatique de l'OTAN, donc voilà, qui s'intéresse maintenant au réchauffement climatique, et que l'OTAN, justement, allait devenir l'institution internationale majeure qui comprend et analyse l'impact du changement climatique sur les questions de la sécurité mondiale. Donc, réduire les effets de gaz à effet de serre, atteindre l'émission zéro d'ici 2050. Donc, l'OTAN prend en compte justement maintenant la question du réchauffement climatique. Donc, son programme pour justement réaffirmer justement le niveau de ses ambitions sur la scène internationale. Qu'est-ce qui se passe là? Depuis le traité du Nord-Atlantique à une puissance militaire mondiale qui pose la question du réchauffement climatique. Comment cela se fait? Ce n'est pas tellement surprenant si on regarde justement le lien entre les intérêts financiers et les intérêts militaires. Nous avons publié un dossier sur le Grand Reset. La City de Londres et Wall Street sont derrière justement l'agenda climatique.
Et le 25 avril, Welt am Sonntag, le journal du dimanche allemand, avait publié un article montrant complètement les liens entre les banques d'investissement, les fonds de pension, le WWF, les think tanks, etc., les ONG. Donc, c'est avec justement ces intérêts financiers de la City de Londres et Wall Street et l'industrie, le complexe militaro-industriel, comme l'avait appelé Eisenhower en 1961. Et ce complexe militaro-industriel dont vous allez entendre parler par Ray McGovern un petit peu plus tard. Donc, ça contient, il y a des think tanks, des académiciens, des médias. Il y a un livre, Comprendre l'industrie militaire, très intéressant et qui montre bien justement les relations symbiotiques entre l'industrie de la guerre et les industries financières. C'est un livre à lire, même s'il manque les remèdes, parce qu'il pense que le complexe militaro-industriel peut être démantelé complètement justement avec le New Deal vert, que le New Deal vert remplacera celui-là. Mais les 5 Lockheed Martins, des firmes financières de Wall Street, la Corporation Street, BlackRock, qui gère quand même 8 000 milliards de dollars d'investissement, Wellington Management Group, et René Sigerson a fait une revue de livres récemment, que c'est les mêmes, ces 5 investisseurs qui partagent justement, contrôlent la plupart des entreprises militaires américaines. Des grandes firmes de la Silicon Valley, bien entendu, avec l'appareil de surveillance et en lien avec les services secrets. Et on a vu avec le Russiagate, le coup d'État tenté contre Trump et la propagande anti-chinoise et anti-russe, qui sont totalement en alliance avec ces réseaux-là. Le Conseil atlantiste, par exemple, qui a publié récemment un rapport sur des sources anonymes mais officielles, justement, qui appelait à virer le président Xi Jinping directement. Donc, c'est les firmes de Wall Street et les membres du Congrès, les membres du Pentagone, l'industrie militaire, les services de renseignement, les médias, etc. Par exemple, donc l'ancien chef des armées américaines, général James Mattis, qui sont devenus ont trouvé des boulots très lucratifs justement en passant du militaire au privé. Et après, il est allé devant le Congrès et il a dit que si on réduisait les dépenses militaires, ce serait un danger pour la sécurité nationale américaine. Il a dit qu'il fallait continuer les guerres sans fin au niveau international, au Moyen-Orient. Et il était secrétaire à la Défense et ensuite, il est rejoint des boîtes privées par la suite. Et l'ancien chef de la CIA, John Brennan, et l'ancien directeur de renseignement, James Clapper, travaille aussi maintenant pour CNN, le grand média. Donc, vous voyez tous ces liens. Donc, Gorbatchev et Poutine ont comparé les États-Unis à l'Union soviétique, que les États-Unis d'Amérique vont suivre le scénario classique d'un empire, chercher à s'étendre partout, créer des problèmes encore plus grands pour eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils ne peuvent plus les gérer. Et une des raisons, justement, qui a contribué à l'effondrement de l'Union soviétique était la négligence, justement, dans l'investissement dans les infrastructures économiques de base, dans l'économie réelle, justement, pour engager toutes les dépenses dans les domaines sécuritaires. Mickey Matt
qui, au détriment justement des infrastructures qui s'effondrent actuellement. L'école, l'éducation, ce qu'on peut voir aux États-Unis, c'est une accumulation primitive, comme ça avait été discuté par les Russes dans les années 20. Now let's take a look what Eisenhower in Eisenhower en 1961 avait dit: nous avons été contraints de créer une industrie de l'armement permanente de proportions massives. Si on ajoute à cela 3 millions et demi d'hommes et de femmes qui sont directement engagés dans l'opération de défense. Nous dépensons chaque année pour la sécurité militaire bien plus que le revenu net des États-Unis. Donc, nous voyons cette conjonction entre une puissance militaire énorme et l'influence totale économique, politique et même spirituelle se sent dans chaque ville, chaque département, chaque office du gouvernement fédéral. Nous reconnaissons le besoin impératif de ce développement, mais nous ne pouvons échouer à comprendre ces graves implications. Tout, nos ressources, notre environnement sont toutes impliquées dans cette industrie. Ça devient même la structure de notre société. Dans les conseils des gouvernements, vous devez faire attention justement à l'influence qui est visible ou non visible par ce complexe militaro-industriel. Le potentiel pour un désastre, justement que la puissance existe, persiste. Nous ne devrions jamais laisser le poids de cette combinaison mettre en danger nos libertés et nos processus démocratiques. On ne doit rien tenir pour acquis. Seuls des citoyens alertes et éduqués peuvent avoir un regard sur cette machine industrielle et militaire afin qu'elle soit utilisée par des méthodes pacifiques et que la sécurité et la liberté puissent prospérer ensemble. Donc la question d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer avec l'agenda de l'OTAN sur cette politique de guerre permanente qui entretient cette machine? Est-ce qu'ils vont continuer à s'étendre, se mondialiser jusqu'à la confrontation qui sera la fin de la civilisation? Même si les gens pensent que ce que je vais dire maintenant est utopique, il y a une alternative faisable. En principe, sans rentrer dans les détails, ce qu'avait proposé M. Larouche en 2005 dans le but de sauver l'industrie automobile américaine et qui avait été promu comme un acte de reconstruction industrielle américaine pour remobiliser l'ensemble du secteur industriel et des machines-outils, que les États-Unis et l'Europe, qui souffrent aujourd'hui un certain nombre de problèmes dont on peut trouver ici les remèdes. Et la Société des ingénieurs avait déjà dit qu'il y avait justement plus d'investissements suffisants pour maintenir les infrastructures en l'état. On pourrait dire plus. On a un effondrement complet de toutes les infrastructures, comme des ponts, les autoroutes, les routes, etc., etc. Dans tous les États-Unis, il n'y a même pas un train à grande vitesse moderne. Vous avez des trains qui vont sur 30 km et qui vont très, très peu vite, alors qu'en Chine, vous avez 30 000 km de chemin de fer à très grande vitesse. Et même les Chinois sont en train de tester un train à lévitation magnétique qui pourrait aller qui va déjà jusqu'à 600 km/h et même plus demain. Donc, ce que nous devons faire, c'est de faire une force, une équipe qui doit être mise en place
et qui utilisent les machines-outils, les industries les plus avancées pour les mettre ensemble et calculer ce qui serait nécessaire pour reconstruire l'ensemble des capacités industrielles modernes des États-Unis via les infrastructures, donc un système de transport rapide, la nouvelle industrie nucléaire, des nouvelles villes scientifiques, etc., etc. Les modèles peuvent être utilisés comme le système de financement de la reconstruction américaine. Ça avait été mis en place dans les années 30 et 40 sous Roosevelt, où on avait reconverti toutes les industries pour arriver à des niveaux de productivité supérieurs. Donc vous avez d'un côté des inondations, des tornades et tout ça, peuvent être contrôlés en fait par la mise en place du projet NAWAPA, qui est l'Alliance nord-américaine pour l'irrigation et la puissance énergétique, pour avoir des centrales nucléaires de dessalement de l'eau de mer, gérer l'irrigation pour l'agriculture intensive et des villes scientifiques. Si vous pouvez montrer le... Voilà. C'est un modèle pour les nouvelles villes scientifiques. Ça a été fait au moment de la Renaissance italienne, qui donnait l'idée que ces nouvelles villes scientifiques pourraient être aussi très, très belles. 6.1 million people employed today in the military industrial complex. 6,1 millions de personnes qui sont employées dans le complexe militaro-industriel. Dans tous les domaines militaires, plus de 6 millions de personnes. Est-ce qu'on pourrait utiliser ces gens qui sont souvent assez qualifiés comme force de travail, redéployer justement dans la reconstruction des États-Unis au niveau des infrastructures? Cela doit être combiné avec les 4 lois de Lyndon LaRouche, c'est-à-dire une loi globale de séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires, un système de banque nationale, ensuite un système de crédit, comme ça avait été déterminé avec Franklin Delano Roosevelt au moment des accords de Bretton Woods, que Churchill et Truman ont dévoyé, et une nouvelle, justement, plateforme économique internationale basée sur la fusion thermonucléaire contrôlée, l'exploration spatiale dans la collaboration entre les nations, mais cela nécessite un changement de pensée parmi les nations dirigeantes du monde, qui doivent collaborer justement dans la construction d'un nouveau système de santé global. On l'a vu par rapport à la pandémie. Donc, pour que chaque pays de ce monde puisse avoir un système de santé moderne pour faire face à de nouveaux événements. Monsieur Larouche avait anticipé justement, comme il l'avait dit en 1998, il n'y a aucune objection objective qui doit être attendue de mes critiques. Et que cette approche radicale, on va me dire que cette approche radicale est impossible. Peut-être que ces critiques ont raison. Peut-être que cela prouvera que c'est impossible de trouver un nombre suffisant de gouvernements qui veulent pousser ce type de mesures radicales dans une période de temps courte. Mais si ces critiques sont justes, aujourd'hui, alors la civilisation ne pourra pas survivre le siècle présent dans cette forme actuelle. Et si ces critiques ont raison, alors la première génération du siècle qui vient vivra dans un âge des ténèbres au niveau global. Une catastrophe comme celle qui a touché l'Europe durant le milieu du XIVe siècle, mais cette fois à l'échelle de la planète entière. Alors je répondrai à ces critiques qui disent que cela n'est pas possible. Laissez les leaders politiques qui n'ont pas le courage de le faire, ces mesures, et demandez-leur de débarrasser le plancher et passer le pouvoir à ceux qui ont le courage parmi nous, qui veulent et qui sont capables de mettre en place ces mesures immédiatement. Le futur immédiat de la civilisation, si elle doit avoir un futur immédiat, est aujourd'hui dans les mains de ceux qui ont la volonté d'agir avec pugnacité, force, selon la ligne que je viens d'énoncer. Cela veut dire de devenir optimiste. Laissons les voix de ces
critiques inutiles en dehors de nos têtes et concentrons sur l'action qui doit être menée pour empêcher l'effondrement économique catastrophique qui maintenant nous menace immédiatement et dans le temps prochain. Mais malheureusement, les mises en garde de Lyndon LaRouche n'ont pas été bien compris pendant sa vie. Aujourd'hui, nous sommes au bord d'un apocalypse nucléaire, de pandémies qui s'aggravent. On doit écouter justement ces sages paroles qu'il avait prononcées, comme l'avait dit Lopez Portillo lui-même en son temps. Merci à tous. Merci Helga.